on a essayé, depuis la mort de Chavez particulièrement et l'arrivée au pouvoir de Maduro, les États-Unis ont essayé par tous les moyens finalement de changer le régime, de mettre un régime à leur botte, pour une simple raison, c'est que environ un tiers des réserves de pétrole mondiales se trouvent au Venezuela. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, regain de tension entre Washington et Caracas. Sommes-nous face à une guerre anti-drogue, comme le dit Donald Trump, ou à une véritable opération militaire? Alors, on est un peu face aux deux. L'accusation principale des États-Unis vis-à-vis de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, c'est d'être pratiquement le chef d'un cartel, en tout cas d'avoir des liens avec les principaux cartels sud-américains. Je pense en particulier à Tren de Aragua, qui est l'un des principaux cartels vénézuéliens du trafic de drogue, mais également avec des groupes comme les FARC en Colombie, avec le cartel de Sinaloa aussi au Mexique. Bref, il est dans le chef d'accusation des États-Unis contre Nicolas Maduro. Il y a à peu près tout, et d'orchestrer directement lui-même le trafic de drogue depuis le Venezuela jusqu'aux États-Unis par bateau, puisque ces 2 derniers jours, 2 embarcations ont été ciblées par la marine américaine, et l'accusation principale, c'est qu'elles transportaient de la drogue depuis le Venezuela vers les côtes américaines. Donc voilà, opération militaire en effet, puisqu'il y a une forme de blocus qu'opère la marine américaine autour du Venezuela, ça c'est nouveau. Et puis évidemment, il y a ce couperet sur la tête de Nicolas Maduro avec ces 50 millions de dollars de récompense, comme à l'époque des cow-boys, pour quiconque permettra d'arrêter Nicolas Maduro et de le faire extrader vers les États-Unis. Régis, sous l'ère de Donald Trump, la diplomatie est donc à son apogée, 50 millions de dollars. Oui, en effet, pour un président qui dit qu'il va résoudre les problèmes pacifiquement, en tout cas ambitionne de devenir le président de la paix et d'obtenir le prix Nobel que son rival Barack Obama de toujours avait obtenu. Là, c'est sûr qu'il y a un petit peu il y a une friture dans la ligne avec cette attitude vis-à-vis du gouvernement vénézuélien. Encore une fois, il faut prendre l'antériorité de tout ça parce que c'est absolument pas nouveau. Mettre à bas le régime Maduro au Venezuela, c'est très ancien. Ils ont tenté une manipulation intérieure. Ils avaient sponsorisé un politicien qui s'appelait Juan Guaido, contestant les élections. Alors que Maduro traficote les élections, ça personne n'en doute. Mais si vous voulez dire que Juan Guaido, par exemple, était une jeune pousse qui allait remplacer et amener la démocratie. En réalité, il était plutôt agent de la CIA que jeune pousse. Et d'ailleurs, le même Juan Guaido vit aujourd'hui en Floride. Donc, il s'est installé aux États-Unis. Donc, je dirais que voilà, on a essayé depuis la mort de Chavez particulièrement et l'arrivée au pouvoir de Maduro, les États-Unis ont essayé par tous les moyens finalement de changer le régime, de mettre un régime à leur botte, pour une simple raison, c'est que environ un tiers des réserves de pétrole mondiales se trouvent au Venezuela. C'est le seul intérêt du pays, enfin aux yeux des États-Unis, et tout le reste, c'est du maquillage de la communication habituelle, où on dit voilà, nous on est le bien et on veut terrasser le mal, voilà. Régis, Donald Trump renoue-t-il avec une politique interventionniste au Venezuela et plus globalement dans la région? Oui, alors c'est une fidélité, on va dire, à cette fameuse doctrine Monroe du 19e siècle, qui voit l'Amérique du Sud comme le précaré des Américains. C'est intéressant d'ailleurs parce que quand on parle aussi des sphères
naturel d'expansion, et quand on voit la guerre entre l'Ukraine et la Russie, là aussi, on est face à une influence d'un pays sur un autre, très ancienne, avec des liens très profonds. Non pas que les États-Unis aient des liens très profonds avec l'Amérique du Sud, mais si vous voulez, étant le pays dominant sur le continent américain, ils ont toujours eu tendance à considérer que l'Amérique du Sud devait être finalement une somme d'États alliés des États-Unis, et la CIA, depuis les années 50, avec coup d'État au Guatemala, 70, les années 70 avec le renversement de Salvador Allende et la mise au pouvoir de Pinochet au Chili, tout un tas il y a eu des coups d'État au Brésil aussi, et à chaque fois les États-Unis essayent de faire en sorte que d'ailleurs les pays donc élus, qu'ils soient démocratiquement élus ou qu'on y impose un dictateur, peu importe finalement, à partir du moment où comment dire, ça va dans le sens des Américains et de leurs intérêts. C'est très intéressant d'ailleurs parce que même dans le vocabulaire utilisé quand il y a une révolution ou un coup d'État en Amérique du Sud, en fonction, faut regarder, si vous lisez la presse américaine, en fonction de l'inclinaison du nouveau gouvernement, vous n'avez pas le même registre. Par exemple, quand le gouvernement vénézuélien est devenu un régime, là, on sait que ses jours sont comptés. Également, quand on traite des partisans, par exemple, d'un gouvernement, quand il y a un coup d'État en Équateur, quand c'est une personnalité de gauche qui arrive au pouvoir, on va dire les hordes on ne parle pas de partisans, on parle de hordes, on parle de foules haineuses. Et à l'inverse, quand il s'agit, quel que soit comment je parle du New York Times et du Washington Post, hein, quand ça va dans le sens des intérêts américains, eh bien, c'est des combattants de la liberté qui se dressent contre un régime oppressif, etc., etc. Donc la sémantique aussi est liée et elle est très ancienne. Donc ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela est le énième rebondissement d'une politique assez générale, sauf que effectivement, elle vient en contradiction avec l'esprit que Donald Trump souhaitait pendant sa campagne insuffler à sa politique internationale, c'est-à-dire plus d'intervention, plus de guerre. Alors là, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a une intervention directe. On cherche à faire tomber Maduro, comme on a essayé de le faire plein de fois, par tous les moyens. Là, on fait déploiement de force, la marine américaine qui arrive, qui empêche les bateaux de passer. Bref, cherchant la confrontation armée. Et du côté vénézuélien, il y a eu aussi des touches-touches avec des avions venant du Venezuela. Donc, bon, il y a une montée de tension, et le but étant de contraindre Maduro à capituler finalement. Voilà. Régis, comment pourrait évoluer la situation? Bah, ça peut être alors, le renversement de Maduro de l'intérieur. Il a des partisans, il a des opposants aussi. Les dernières élections ont été très contestées, hein. C'est un conseil, une juridiction suprême qui a décidé que Maduro avait gagné. Mais en réalité, dans les faits, c'est pas du tout sûr. Donc Maduro tient le pays avec des bakchiches, tient le pays avec en ayant installé des potentats un petit peu à droite à gauche. Il a ses partisans. Une époque, les diverses blocus avaient fait qu'il y avait une paupérisation extrême au Venezuela. Oui, il y a toujours ce cas, mais c'est un peu moins aigu qu'à une époque. Donc là aussi, ce qu'on cherche aussi, c'est de jouer sur le levier social pour qu'il y ait une révolution de l'intérieur et qu'à ce moment-là, Maduro soit renversé. Ça paraît difficile aujourd'hui, mais parce que Maduro sait très bien jouer sur la fibre nationaliste. Un petit peu, c'est marrant parce que c'est intéressant de faire la comparaison avec l'Iran aussi, qui autre pays assiégé
avec des sanctions depuis 1979, avec des menaces de frappe israélienne, parce que ça va probablement recommencer en Iran, eh bien, l'Iran a lors de la dernière guerre de 12 jours, a réussi à tenir intérieurement en stimulant le patriotisme des Iraniens, euh, finalement, contre ceux qui disaient finalement, changeons de régime et tout ira bien. Non, ils ont su jouer sur cette fibre, ils ont su jouer sur l'agression, on va dire, et les frappes israéliennes pour justement se maintenir au pouvoir. Et avec Maduro, on est exactement dans le même registre, c'est-à-dire, c'est un peu comme ce qu'a fait Cuba pendant 50 ans. Les Yankees sont autour, on est l'île de la liberté, et ça permet au régime aussi de faire endurer au peuple des souffrances, parce que c'est aussi ça le corollaire, souffrances dues aussi aux privations, hein, qui sont liées aux divers blocus que subissent ces pays, mais c'est pas des saints, c'est pas des gens bien, mais ils arrivent à jouer là-dessus, et je ne suis pas sûr que l'approche américaine classique finalement de ces pays soit la bonne. Il faut voir aussi que les États-Unis, au-delà du pétrole vénézuélien, aimeraient avoir un régime favorable au Venezuela pour contrer un peu l'échec, on va dire, à avoir le gros du gâteau en Amérique du Sud. C'est-à-dire que Lula est un opposant, est un ferme opposant, c'est un des piliers des BRICS. Bolsonaro, qui était l'allié de Donald Trump, celui qui avait sa confiance, vient de prendre 27 ans de prison. Voilà, il a été condamné pour tentative de coup d'État. Donc c'est terminé, Bolsonaro. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Brésil échappe aux États-Unis. Le Venezuela aussi, ça fait quand même deux gros morceaux. Bon, ils ont l'Argentine avec Milei, qui est un allié, mais c'est plus les États-Unis, l'Équateur, tout ça. C'est quand même très compliqué pour eux de conserver ce précaré. Et on n'est pas à l'abri, évidemment, de manipulation des Russes et des Chinois qui regardent tout ça comme le lait sur le feu en disant à partir du moment où ça peut gêner les États-Unis, c'est bon pour nous. Merci Régis. Merci beaucoup.